je suis Madame Soisic, enseignante en école de cinéma d'animation. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on reparle de nouveau des books, mais cette fois des books pour faire ses demandes de stage et ses recherches de premier job en studio d'animation. Dans la dernière vidéo, en fait, j'avais montré mon book pour entrer à l'école des Gobelins. Cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde mon book 3 ans plus tard, du coup, quand j'ai fini mes études à l'école des Gobelins. Et c'est du coup le book avec lequel j'ai fait mes premières recherches de job, que ce soit pour des demandes de stage ou que ce soit pour des recherches de premier job. Finalement, les critères seront un peu les mêmes, donc mieux vaut finalement que je montre quand même celui que j'ai fait en fin d'études, même pour parler des stages. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fait comme la dernière fois, on va regarder le book en entier ensemble, je fais des commentaires en même temps, et comme ça à la fin on fait une petite conclusion, et puis je vous donnerai des petits conseils aussi, comme la dernière fois. Ça vous dit? Allez, c'est parti! Déjà, ce que l'on peut constater, de nouveau, j'ai un book format A4, et celui-ci, j'ai compté, il y a 43 pages. La différence aussi par rapport au premier book que je vous ai montré, c'est que ici, j'ai mis finalement tous les dessins d'observation et de modèles vivants et tout ça à la fin du book. Alors ça, c'est une question qui se pose aussi comme ça assez régulièrement. Est-ce qu'il vaut mieux mettre les dessins d'observation avant ou après les projets perso? Bah, on va regarder, comme ça on verra la différence et puis on verra ensemble si ça a une incidence en fait sur la lecture du book. On commence donc cette fois-ci avec Bollywood Party encore qui revient. Alors je vais passer un peu plus vite sur les parties qu'on avait déjà vues. Finalement j'ai gardé les dessins que je préférais, ceux que je trouvais les plus vivants, tout ça. Et puis je les ai réagencés, j'ai refait la mise en page, j'ai rajouté un peu quelques autres, soit nouveaux dessins, soit encore d'autres dessins que j'avais déplacés. Ensuite, on enchaîne du coup sur Kisseeker Seepic, vous vous souvenez, c'était mon projet de diplôme d'illustration. Pareil, finalement, j'ai gardé les dessins que je préférais, et puis bah, là encore, là on voit que j'en ai rajouté un qui n'était pas là avant. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que basiquement, j'ai viré tous les dessins faits d'après photo, ou les dessins qui étaient un peu trop dans un style réaliste et tout ça, et j'ai gardé que les trucs vraiment plus créa. Alors, déjà, on voit en effet que dans ce book, j'ai écrit tous mes titres en anglais, puisque le but était de faire des demandes de job, en fait, avec ce book, et ben potentiellement, c'était aussi peut-être des demandes de job à l'étranger, dans des studios à l'étranger. Donc celui-ci, j'ai écrit tous les titres en anglais. Donc là, Visual Development for Short Project. Bon, alors visiblement, là, sur les titres, j'ai pas encore bien évolué, parce que là, développement visuel pour un projet de cours, super, j'aurais pu au moins mettre le titre du projet, quoi, en fait, du cours. Encore une fois, il n'y a pas de pitch ni rien, donc je vais devoir un petit peu vous expliquer rapidement. Ça, en fait, c'était un projet perso d'un gars de ma classe, sur lequel il m'avait proposé de travailler, et on avait travaillé sur la pré-prod, en fait, du cours. Ce dont je m'en souviens, c'est que ça se passait parmi des marins, sur une espèce d'énorme bateau cité complètement perdu au milieu de l'océan, et on suivait en particulier un de ces marins qui oscillait entre des moments d'hallucination un peu et des moments de réalité un peu flottants. Pour le coup, le gars dont c'était le projet tenait vraiment à s'occuper du design des personnages, donc là sur ce projet, moi j'avais absolument pas participé au design des personnages. En revanche, j'avais participé au storyboard et aussi à toutes ces petites images là de concept, de mise en scène, de couleurs aussi. Et puis c'est ça, il m'avait aussi tout particulièrement confié le travail de concept de toute une séquence de cauchemars un peu hallucinés, psychédéliques. Et en plus, cette séquence, elle était censée vraiment marquer une sorte de rupture graphique dans le court-métrage. Et donc je m'étais vraiment bien amusée, j'avais fait des trucs à la gouache, mais c'est là aussi en fait que j'ai vraiment commencé à travailler avec des papiers déchirés. Et je dis bien déchirés et pas découpés, parce que le but était d'obtenir une sorte d'effet quand même assez non maîtrisé. C'est du cauchemar, donc on maîtrise pas, on est dans quelque chose de vraiment lâché. Donc là, ça y est quoi, là on commence à voir un petit peu plus de cadrage 16/9, on commence déjà à être bien plus dans la mise en scène quoi. Ici maintenant on passe à Visual Development for the ANSI Short. Ok, alors ça manque un peu d'humilité et en plus clairement ça parle qu'aux initiés là. Alors, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler du festival d'Annecy en fait. Le festival d'Annecy, c'est un festival qui a lieu chaque année, comme son nom l'indique, à Annecy. C'est un festival international qui réunit des professionnels et des étudiants
du milieu du cinéma d'animation. Et en fait, depuis toujours, la tradition, c'est que l'École des Gobelins réalise des courts-métrages, des génériques d'ouverture pour le Festival d'Annecy. Donc c'est des génériques qui durent que quelques secondes. Pour nous, c'est un travail d'équipe. On est en fait 5 équipes et chaque équipe produit un film. Et en fait, il y aura un film par jour. Il y aura un générique d'ouverture différent par jour. J'étais dans une équipe de 5. Avec moi, il y avait Théo Guignard, Charlotte Cambon, Noé Lecombre et Hugo Moreno. L'année où on avait travaillé sur les génériques, c'était les États-Unis qui étaient pays invités d'honneur. Et donc notre film s'appelait Grand Central. Grand Central, c'est le nom d'une gare en fait de New York. C'est un film non narratif qui est surtout très graphique. Tout le concept du film, c'est que c'est en fait un crescendo comme ça sur un jeu de lignes qui va depuis finalement les motifs urbains, les motifs de lignes qu'on peut trouver dans les grandes villes, jusqu'à une espèce d'apothéose complètement abstraite comme ça de jeu de lignes. Donc en fait on avait tous participé aux premières recherches de personnages qui sont surtout des figurants en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de personnage principal dans ce film, si ce n'est cette espèce de grosse forme, on l'a toujours appelée la forme, ça n'a jamais eu de nom, cette forme rayée qui va être présente justement dans presque tous les plans du film. Mais voilà, c'est une forme, hein, c'est pas un personnage. Les personnages humains qui apparaissent dans le film sont vraiment plus comme des figurants, des habitants de la ville. Et par contre après, c'était surtout travailler sur ces plans, sur ces vues, comment mettre en valeur les lignes de la ville. Et ensuite j'avais surtout beaucoup travaillé sur justement toute cette partie de la fin, complètement abstraite là, et qui était aussi synchronisée sur la musique. Donc encore une fois, du cadrage 16/9 hein, qui revient, voilà, là c'est vraiment essayer de travailler sur les plans. Du numérique aussi. C'est vrai que c'était un film qui était... c'est marrant d'ailleurs parce que ça mélangeait les deux, ça mélangeait du numérique, du digital très net, très propre, tout ça, et aussi du tradi dans le film. Et là dans mes recherches on retrouve aussi les deux. Il y a du numérique, on voit que j'essaye de plus en plus de travailler au numérique, mais il y a encore du tradi, hein. Là toutes ces petites recherches de personnages qui sont là, c'est du papier découpé cette fois, parce que là je veux pas avoir un style trop lâché, on doit rester sur quelque chose de très rigoureux, donc du papier découpé et du stylo bic. Donc je continue encore d'alterner un peu le numérique et le tradi, mais on voit que le numérique là devient de plus en plus présent quand même dans toutes ces recherches. Oh marrant, j'avais complètement oublié ce projet en fait. Alors ça c'est Sketches for Teacup Personal Project. Tout ça c'est du feutre, principalement du feutre et de la gouache. J'avais en effet complètement oublié tous ces dessins. C'était, oui, un petit projet que j'ai eu mais qui n'a pas été très loin. Et en fait c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup à ce que je fais maintenant, mais dans mes projets perso en fait. Et ensuite là on arrive à... ah bah tiens, là c'est écrit en français, tiens, Rhapsodie pour un pot-au-feu, film de fin d'études. Ça aussi c'est un projet d'équipe, du coup cette fois-ci j'étais dans une équipe de 4 et j'étais avec Marion Roussel, Charlotte Cambon encore, Stéphanie Mercier. C'est un huis clos musical qui est centré sur une scène du quotidien d'une famille, le repas du soir. Donc l'histoire met en scène 6 personnages dans une sorte de chorégraphie joyeusement chaotique et le tout synchronisé aussi sur la musique. Et donc pareil, là aussi on avait toutes participé aux premières recherches de concept, perso, props, décors, tout ça. Et puis assez rapidement quand même, on m'avait confié la partie du design des personnages. Donc là, clairement, vous voyez que dans le book, je montre essentiellement du personnage. Hein. Il y a vraiment quasiment rien d'autre. En fait, il n'y a qu'une seule partie du travail de Cara Design là. Il n'y a que la partie concept, mais il n'y a pas du tout la partie technique, des turns, des posings, des facing. Marion et Stéphanie sont 2 excellentes animatrices, et elles l'étaient déjà à l'époque. Et c'est elles, finalement, qui s'étaient occupées de faire tous les modèles sheets de tous les personnages et de réadapter mes designs pour les rendre animables, pour les rendre vraiment bien construits, en volume et animables. Mais ça, en vrai, normalement, ça c'est le Cara Designer qui le fait. Ça, c'est une part du travail du Cara Designer. C'est pas aux animateurs
de faire les modèles sheets. Ça peut arriver, hein, qu'il y ait comme ça des allers-retours entre le chef chara design et le chef animateur, c'est hyper intéressant du coup de voir en effet comment est-ce que le chef animateur va pouvoir ou bien rendre un peu plus raisonnable les ambitions du chara design, ou bien au contraire apporter des nouvelles possibilités, ouvrir le champ des possibles et vraiment avoir un travail hyper intéressant entre à la fois le physique et la gestuelle, la façon de se mouvoir et de s'exprimer vraiment dans le mouvement. Donc c'est hyper intéressant. Mais ça n'empêche, normalement ça reste quand même le chara designer qui s'occupe de faire les turns, les posings et les facing après pour toutes les équipes. Donc là je m'en étais encore bien tirée, pas trop m'occuper de la technique. Alors là on arrive encore un peu à des planches carnet d'autocollants, avec des dessins qui n'ont pas vraiment rapport les uns avec les autres, si ce n'est le style graphique. Vous connaissez mon attachement au travail de la silhouette très découpée, graphique. Donc évidemment, les années 50 aux États-Unis, ça fait vraiment partie de mes références. Pour étudier un peu le style, pour m'entraîner, je faisais comme ça des tas de petites gouaches que je donnais aux gens. Donc c'est des dessins qui certes ne sont pas réunis sous un même projet, mais qui ont de la cohérence par le style graphique. De nouveau, le retour des curieux animaux. Bon, vraisemblablement, j'avais pas jugé nécessaire de changer le titre, c'est dommage. Et en face, ça, ce sont en fait des recherches pour l'exercice d'effets spéciaux des Gobelins. Ça, c'est un exercice qu'à l'époque, on faisait en deuxième année. Un exercice d'équipe, encore une fois. Ça, par contre, pour le coup, je suis pas sûre qu'on puisse retrouver le film sur YouTube, même sur la chaîne de Gobelins. Je pense que c'est trop vieux, ils les ont pas mis. Là, on a une double page avec plusieurs petites illustrations. Encore une fois, ça n'a pas vraiment rapport les uns avec les autres. Ça, c'est une illustration que j'avais fait en hommage à Maurice Sendak. Maurice Sendak, c'est l'auteur de Max et le Maxi Monstre. Au milieu, on a deux illustrations, je ne sais plus trop ce que c'était. Je crois que c'était des trucs que je faisais à partir de rêves que je faisais ou quelque chose. Et là, par contre, tout à droite, ça, c'est une illustration que j'avais fait pour un anniversaire. Et ça, c'est de la gouache. Et du coup, là, on arrive en effet au fameux dessin d'observation, croquis. Pendant mes études de Gobelins, pendant ces 3 ans, j'ai beaucoup moins fait de carnet de croquis, en fait. Donc beaucoup moins de nouveaux dessins d'observation. Donc là, on voit qu'il y a quand même certains nouveaux dessins, mais il y a aussi quand même plusieurs dessins que j'ai gardés du book d'avant. J'en profite d'ailleurs pour répondre à une très bonne question qu'on m'a posée. Quand je fais comme ça, des croquis d'observation, notamment d'architecture, mais ou pas forcément, hein, de gens aussi, la question était, est-ce que je fais la couleur sur place ou est-ce que je fais la couleur une fois que je suis rentrée chez moi et que je suis bien installée? Évidemment, vous faites la couleur sur place, vous faites tout sur place. Si vous ne faites pas sur place, la couleur et surtout la lumière, vous allez l'inventer. Vous ne vous souviendrez plus évidemment de tous les petits détails de lumière qu'il y avait. Donc vous allez inventer et ça va se voir, ça va être bizarre et ça va être faux. Donc ça, c'est sûr à ne pas faire. Du coup, à cette question, c'est rajouter une autre question. Oui, mais est-ce qu'on peut travailler d'après photo si c'est nous-mêmes qui avons pris les photos? Rapport à ce que j'avais dit dans la première vidéo sur les dessins d'après photo à éviter absolument. Alors, est-ce que c'est mieux si on fait ses dessins d'après ses propres photos? Bon, oui, un tout petit peu mieux, ok, mais non, en fait, parce que le principe reste le même. Que ce soit vos photos ou que ce soit pas vos photos, alors ok, d'accord, vous étiez sur place et vous saviez quelle température il faisait et s'il y avait du vent ou pas, d'accord, mais déjà, je suis pas vraiment sûre que vous ayez non plus vraiment pris le temps d'apprécier tout ça et de vraiment vous imprégner un peu de toute cette ambiance. Donc si c'est juste prendre des photos comme ça vite fait pendant que vous êtes en train de parler avec un pote, je suis pas sûre qu'en fait ça serve non plus vraiment à grand chose, que ce soit vous qui les ayez prises ou non. Et puis le problème reste le même, c'est que ça va forcément devenir laborieux. Quand on fait le croquis sur place, évidemment, on ne prend pas tout son temps. Faire un croquis sur le motif, sur place, faire un croquis d'observation, on dit aussi faire un croquis sur le vif. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, sur le vif. Vous entendez bien qu'il y a toujours cette notion de vitalité là-dedans, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir que quand vous travaillez vite aussi. À partir du moment où vous êtes pépouse à la maison, avec la lumière de votre bureau et que vous avez le temps, encore une fois, ça va se voir. Il manquera ce côté vitalité dans votre travail. Donc non, je suis désolée, mais je continue à dire que les croquis d'après photo, même si c'est vos propres photos,
ça reste vraiment à éviter, quoi. Donc, vraiment, faites votre croquis sur place. Et en fait, le truc, c'est que je vois pas pourquoi est-ce que vous insistez à ce point-là. C'est pas censé être une punition qu'on vous donne d'aller faire des croquis dehors. C'est censé être un truc qui vous plaît normalement. En tant que dessinateur, c'est censé vous passionner. Faire les dessins sur place d'après nature, c'est une grande révolution dans l'histoire de l'art. À partir du moment où on a inventé des tubes de peinture, on a inventé des chevalets qu'on pouvait transporter, ça a été une libération pour les artistes. Les artistes n'étaient plus obligés de rester justement dans leur atelier avec des gens qui posaient. Ils pouvaient sortir dehors et peindre le réel. C'est la naissance de l'impressionnisme, tout ça. Donc, je veux dire, c'est fantastique, c'est une grande chance, c'est quelque chose qui est agréable, qui est pleine d'expérience. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez absolument trouver toutes les façons possibles de pas le faire, en fait. Alors, je sais pas, peut-être que, en effet, là, tous ces mois de confinement, ça aura pour effet positif que vous commencerez à en avoir vraiment marre d'avoir les yeux fixés sur un écran d'ordinateur et vous aurez qu'une envie, c'est de sortir dehors pour faire vos croquis. J'ai envie de dire, bah j'espère en fait, parce que c'est vraiment chouette en plus comme expérience et ça a rien qui vous empêche en quoi que ce soit. À l'époque, là, quand on était en Italie, tout ça, en vacances, j'étais en vacances avec des potes, hein. Et j'étais en vacances avec des potes qui dessinaient aussi, et on avait que ça à faire, on se trimballait dans la ville, comme ça, on marchait, et puis on trouvait un coin qui nous plaisait, on se posait, et puis on papotait, on dessinait, on continuait à raconter des conneries, on mangeait un bout de pizza, peu importe, mais on passait toute notre journée comme ça, c'était génial en fait. Donc vraiment, faites-le, c'est quelque chose de très agréable. Et du coup, donc là, on termine sur le modèle vivant. Pareil, alors du modèle vivant, j'en ai fait quand même pas mal à Gobelin. J'ai fait aussi de l'anatomie, de la morphologie, mais pour le coup, j'ai rien mis non plus encore. Il n'y a aucun écorché sur l'anatomie. Et donc, bah, pareil, comme pour les croquis d'observation, il y a de nouveaux dessins, de nouvelles séances de nus, mais il y a aussi quand même encore des anciens dessins qui continuent de me plaire. Et donc, on termine là-dessus. D'ailleurs, une autre petite question qu'on me pose souvent aussi, est-ce qu'à la fin, il faut avoir la petite page qui dit merci, au revoir, bon appétit, tout ça. Oui, alors si vous voulez, hein, ça n'a rien de dérangeant, évidemment, on va pas s'offusquer que vous nous disiez merci ou vous nous disiez au revoir. C'est pas obligé non plus. Hein. Moi, je l'ai jamais fait. Voilà, c'est comme vous le sentez. Conclusion. Alors déjà sur cette histoire en effet de modèle vivant et croquis d'observation avant ou après les projets perso, bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire dans les commentaires. Moi je trouve que ça n'a absolument aucune conséquence sur la lecture du book, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Moi typiquement en fait, dans le book pour chercher du travail, j'avais décidé de le mettre à la fin parce que je considérais que c'était probablement pas l'intérêt premier en fait des studios de savoir quelles étaient mes compétences en dessin d'observation. Mieux valait leur montrer des choses un petit peu plus de l'ordre du design type animation. Néanmoins, je les avais quand même mis parce que, de nouveau, on voit que ce n'est toujours pas un book technique, on va revenir là-dessus. Et du coup, j'avais quand même mis les dessins d'observation pour montrer quand même aussi quelles étaient mes réelles compétences en dessin parce que ça se voit pas forcément après dans le reste des dessins que j'ai présentés. Donc, avant ou après, vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce book par rapport au premier? Est-ce que j'ai fait des progrès? Alors, il y a de nouveaux projets, hein. Pour le coup, ce sont des projets d'animation. Il y a quand même plus de 16/9 dans ces projets-là. Donc là, on se rapproche quand même déjà un peu plus du cinéma d'animation. C'est bien. Il y a de plus en plus de digital, donc on sent que je fais un effort, mais il y a encore pas mal de diversité hein, dans les outils techniques. Mais ça reste un book qui est difficile à classer. Clairement, bon, ce n'est pas un book technique. Je sais bien que c'est pas forcément très malin de diviser comme ça technique d'un côté et création de l'autre, les deux sont complètement mêlés. Mais là, ce que je veux dire, vous voyez bien qu'il manque, encore une fois, beaucoup d'outils techniques, hein, et d'outils techniques de l'animation. Je dirais même que, à part l'apparition un petit peu, en effet, de quelques cadrages 16/9, il y a même moins d'outils techniques de l'animation dans ce book que dans le premier. Il n'y a plus du tout de turn, il n'y a pas du tout de posing, de facing, il n'y a toujours pas de perse, il n'y a toujours pas de storyboard, en vrai. Clairement, ça, c'est ce que j'appelle les outils techniques, et donc là, il n'y en a pas du tout dans le book. Alors tout ça, j'en avais fait, hein. J'en ai fait pendant les 3 ans. J'ai fait du turn, j'ai même fait du turn animé, j'ai tracé des lignes de perse, j'ai fait du layout, j'ai fait du storyboard, j'ai fait tout ça. Mais là, clairement, le message, il est clair.
je ne veux même pas en parler. Voilà, j'ai volontairement, complètement nié ça dans mon book, je ne le montre pas, je ne veux même pas en parler. C'est en effet un book qui tend un peu plus vers l'aspect créatif, mais de nouveau, il manque encore pas mal de trucs si c'est pour l'aspect créatif. Ça manque encore complètement de pitch et de titre, donc ça manque de projet personnel pensé et construit. Alors je sais pas, je me suis demandé aussi, est-ce que c'était à l'époque où c'était pas encore vraiment dans les habitudes comme ça de mettre des pitchs, des projets dans les books, je sais pas, parce que je me souviens pas du tout des books des potes de la promo en fait. Donc est-ce qu'il y a que moi qui avait complètement oublié de mettre des pitchs, qui n'avait pas du tout pensé à ça, ou est-ce que les autres à l'époque non plus n'en avaient pas dans leur book? Je saurais pas le dire. Mais encore une fois, aujourd'hui, les choses, elles ont changé et je vous conseille vraiment, vraiment de mettre des pitchs. Et même rien que pour vous, hein, vous voyez bien, il y a des tas de trucs où parfois je vous dis je me souviens plus trop ce que c'était, je me souviens plus si c'était un exercice, je me souviens plus vraiment de l'histoire, c'est flou, c'est vague. C'est dommage en fait. Donc même pour vous-même, mieux vaut écrire les pitchs, ça fait des bons souvenirs aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un book qui a plein de qualités, mais on sent bien que mes intentions professionnelles, elles sont encore floues. C'est-à-dire que d'un côté, on voit bien que je ne suis pas encore prête vraiment à monter un projet par moi-même, à monter tout un dossier de pré-prod et puis à me lancer en tant qu'auteur de court-métrage par exemple. Ça, on sent bien que j'ai pas encore la maturité et ni même les réflexes professionnels en fait pour me lancer dans ce genre d'aventure. Mais d'un autre côté, je refuse aussi de faire tout le travail technique qui est inhérent au cinéma d'animation, donc les turns, les posings et tout ça. Oui, c'est en effet quelque chose que j'ai vite identifié comme quelque chose qui me barbait, en fait, et que je n'avais pas envie de faire dans l'anime. Du coup, je me mets quand même dans une situation qui est assez risquée. Je suis pas prête pour faire l'un, et j'ai pas envie de faire l'autre non plus. Faut bien que vous compreniez qu'il s'agisse de stage ou qu'il s'agisse de premier job en studio, les critères ils vont être un petit peu les mêmes. Vous n'allez jamais faire le café pour le réal ou faire des photocopies. Vous allez toujours participer activement et concrètement à une production d'animation. Donc en fait c'est tout simple, les studios, eux, ils ont besoin de constater votre expérience sur une prod d'animation, aussi modeste soit-elle. Essayez quand même de sélectionner des dessins qui soient représentatifs de toute l'expérience que vous avez eue. Essayez vraiment de montrer un maximum de projets construits, des projets qui ressemblent à une prod animation et à travers lesquels les studios ils vont pouvoir s'y retrouver en fait en voyant ce que vous présentez. Ce que je vous propose c'est 9 éléments qui sont inhérents à une prod de cinéma d'animation et sur les 9, vous essayez d'en avoir minimum 5 qui apparaissent dans votre book. Les 9 points, ça va être pitch plus titre, toutes les étapes de recherche de design, personnages, props, accessoires ou bien éléments de décor. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre aussi bien des premiers refs jusqu'aux recherches les plus abouties, mais n'hésitez pas à montrer aussi comme ça plusieurs étapes de recherche dans votre travail. Ensuite, ça va être les décors. Pour les personnages, pour le chara-design, des choses plus techniques, donc du turn, des posings, des facing. Ça va être aussi évidemment du prédécoupage et du storyboard pour la mise en scène, du color script, les images de mise en scène, les images où on voit les personnages dans les décors avec des ambiances, couleurs et lumière, et où il se passe véritablement quelque chose. Ça va être aussi les effets spéciaux. Vous allez avoir aussi évidemment l'animation. Donc l'animation, généralement ça se présente quand même plus sous la forme d'une bande démo, d'une démo reel. Mais vous pouvez aussi très bien présenter l'animation dans votre book en montrant un décomposé du coup de mouvement de vos propres animations. Que ce soit fait à partir de vos propres personnages ou à partir peut-être d'un personnage qui avait été imposé, un personnage qui existe déjà. Et puis, en dernier, vous pouvez aussi éventuellement pour certains projets peut-être plus de type stop motion ou bien de type peinture animée ou animation en sable, tout ça, mettre aussi des screenshots ou bien même des photos de tournage par exemple. Ça peut aussi être très très bien. Donc là, ça nous fait 9 points. Et si sur ces 9 points, vous pouvez au moins en cocher 5 dans votre book, ce sera déjà bien. Évidemment, si vous pouvez cocher plus de 5, tant mieux. Et puis évidemment, vous essayez aussi du coup de choisir des points qui représentent le mieux, encore une fois, votre personnalité et ce qui vous intéresse dans le travail. Si en effet, vous avez une sainte horreur du décor, vous acharnez pas à montrer absolument de la perce et du décor. Montrez un maximum d'autres choses. Essayez quand même d'en montrer au moins un minimum.
Alors, ce que dit ce book, et le fait que mes intentions professionnelles sont encore floues, après c'est vrai aussi, hein, en 2012, quand je termine mes études, bah, j'ai identifié en effet un certain nombre de trucs que j'aime pas trop faire, mais j'ai encore un petit peu de mal à identifier ce que j'ai vraiment envie de faire. Après, j'ai toujours trouvé des stages ou des boulots en studio qui me comblaient parfaitement, donc c'est pas non plus impossible. Mais je continue à dire que à l'époque déjà, c'était risqué d'avoir ce book-là, de se présenter comme ça, et je pense qu'aujourd'hui, ce serait sûrement encore beaucoup plus risqué d'avoir un book comme ça qui n'est pas vraiment clair dans les intentions qu'on a envie de poursuivre. Et puis surtout, j'ai fini par m'y confronter aussi à cette fichue technique que j'aimais pas. En rentrant dans le milieu et en travaillant sur des véritables projets professionnels, il a bien fallu quand même que je m'y mette. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris aussi de toutes ces expériences professionnelles. Que ce soit en stage ou des boulots, mais même un stage, à partir du moment où on travaille sur un véritable projet, sur une véritable production, je considère que c'est une expérience professionnelle. Donc l'apprentissage, il se fait vraiment entre l'école et les expériences professionnelles aussi. On continue d'apprendre énormément une fois qu'on est sur place. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce métier, c'est que finalement, chaque nouveau projet devient une nouvelle expérience et une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça c'est ce qui est hyper stimulant dans le milieu. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que là du coup je montre des books imprimés. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en numérique. Vous n'allez peut-être pas tant que ça avoir l'occasion de rencontrer physiquement finalement les gens avec qui potentiellement vous pourriez travailler. Donc les choses vont peut-être beaucoup plus se faire par mail ou bien par site internet, tout ça. Donc tout ce qui est aussi de l'ordre du Tumblr, du Behance, du ArtStation, faites aussi tout ce genre de travail. Mettez la même chose, hein, du coup c'est le même travail que vous allez mettre dans un book imprimé que dans un book numérique, on va dire. Faites-le aussi, parce que c'est vrai que c'est devenu aussi très pratique. On peut très facilement, en effet, vous demander un lien maintenant. Donc vous pouvez avoir les deux, et dans ce cas-là aussi, alors sachez que si vous tenez quand même à envoyer un PDF qui est conçu en double page, vous pouvez tout à fait le faire, puisque le lecteur à l'autre bout peut très bien en effet activer une fonction double page et voir véritablement votre book en double page comme vous l'avez pensé. Maintenant, si vous trouvez que c'est inutile et que vous avez juste à penser à des pages en solo, faites ce qui vous semble bien, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut savoir anticiper sur les choses. Si vous voulez que ce soit une double page, il faut que vous ayez pensé votre mise en page en amont, en double page. Sinon, je peux vous le dire, vos doubles pages, elles n'iront pas bien ensemble. Si vous voulez de la double page, il faut les penser à l'avance. Si maintenant vous trouvez que c'est pas nécessaire ou primordial qu'on regarde votre book en double page, puisque de toute façon il ne sera pas imprimé et que ce sera qu'une version numérique, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, très clairement, le book numérique c'est aussi une option qui est aujourd'hui bien à considérer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a été utile. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, soit pour réagir à ce que j'ai dit dans la vidéo, soit si vous avez des questions. N'hésitez pas. Ciao ciao!